L'une des choses que je reproche au système éducatif africain, c'est le fait qu'il ne propose pas suffisamment de solutions adaptées aux problématiques du continent. D'ailleurs, j'aime bien souvent rigoler en disant à quoi servent nos ingénieurs polytechniciens. Puisqu'au final, les problèmes que l'on a très souvent au pays demeurent les mêmes au fur et à mesure que les années passent. Dans l'interview d'aujourd'hui, on va être avec un entrepreneur qui s'est attaqué de manière frontale à un gros problème que l'on rencontre, notamment au niveau des paiements. Vous savez que l'une des conséquences de la colonisation, c'est qu'on a fragmenté le continent africain en différents pays. Mais il faut bien avoir conscience que cette fragmentation-là a entraîné avec elle énormément d'autres difficultés. La solution pour pouvoir émerger, on est tous d'accord là-dessus, du moins c'est celle des pères fondateurs du panafricanisme, c'est l'union, c'est l'unité. Et l'une des raisons pour lesquelles les choses ne vont pas très bien aujourd'hui, c'est justement le fait que chacun essaie de faire son petit truc de son côté. Prenons un cas de figure très simple. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur sur le continent et que vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire et vous voulez que quelqu'un qui est, je dis n'importe quoi, au Mozambique puisse payer votre produit, comment vous allez procéder? Vous utilisez une monnaie différente, vous utilisez, vous, en Côte d'Ivoire, un système de paiement à l'intérieur du pays, Orange Money, mais au Mozambique, ils n'ont pas Orange Money. Quelqu'un qui est au Soudan, quelqu'un qui est au Kenya, ils ont un M-Pesa là-bas, quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Comment vous faites pour faire du business avec des gens sur le continent? Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de relier tous ces moyens de paiement-là. Il se trouve que Cédric Atangana, parce que c'est avec lui qu'on va faire cette interview, a eu la brillantissime idée de mettre sur pied une solution technologique qui allait permettre aux différents acteurs qui sont sur le continent de pouvoir se réunir et de pouvoir travailler ensemble autour d'une seule plateforme. Alors, Cédric Atangana, comme j'aime le dire, c'est une star entrepreneur dans le sens où il a fait pas mal de médias, donc il est assez connu. Mais je suis bien content qu'il ait accepté de venir nous parler aujourd'hui de son business model, comment ils font pour résoudre cette problématique-là, mais surtout aussi d'un certain nombre d'autres aspects, parce qu'il y a eu de cela quelques temps, il a été l'objet de pas mal de bad buzz, et je trouvais intéressant qu'il puisse aussi apporter sa réponse à tout ce qui avait été dit sur lui. On est allé jusqu'à remettre même en cause le fait qu'il avait des diplômes. C'est vous dire à quel point les attaques peuvent voler bas. Mais bon, en tout cas, c'est une interview très passionnante. Vous n'allez pas voir le temps passer. C'est vrai qu'il est quelqu'un de très, très passionné. Et puis, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, il ne vend pas du rêve. Ce n'est pas le gars qui va vous dire « Oh, c'est facile, tout va très bien marcher ». Au contraire. Et je pense qu'avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées, il est bien placé pour savoir que l'entrepreneuriat, eh ben, il faut y aller, quoi. Mais vous savez bien ce que le dicton dit. Quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Donc, allez prendre votre bol de thé, votre café, asseyez-vous, posez-vous en tout cas, parce que ce qui va suivre dans les prochains instants sera vraiment, vraiment lourd et mérite toute votre attention. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire autour de l'entrepreneuriat. Et puis deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz sur la gestion personnelle de tes finances et qui va t'aider à savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu risquerais certainement d'être déçu. Puis pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, apprendre à gagner peut-être un peu plus de sous, je vous donne rendez-vous sur mon site internet investiraupays.com, onglet formation. Vous y trouverez une batterie de formations que j'ai créées prêtes à l'emploi qui vont vous aider là aussi à passer à un autre cap. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se former en présentiel avec moi, on a recommencé la tournée et donc on a de prochaines dates qui sont disponibles. On est notamment à Francfort en Allemagne le 24. Donc pour tous les amis qui sont en Allemagne et les pays autour, la Suisse et autres, rendez-vous à Francfort le 24. Pour Paris, dépêchez-vous parce que là aussi les places partent vraiment très vite. Le 28 novembre, on est à Paris pour une journée de formation inédite autour de la vente. On va voir ensemble comment faire pour faire décoller votre business au niveau des ventes. Et puis après, on va sur des dates en Afrique. Donc on sera à Abidjan le 5 décembre, Dakar le 12 décembre, Douala le 19 décembre, Yaoundé le 26 décembre. Et puis les amis des îles, enfin on va pouvoir arriver sur les îles, donc préparez-vous parce qu'en fin janvier et peut-être début février, on sera en Martinique, en Guadeloupe. Et ensuite, on reviendra vers les autres pays qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de faire, comme le Togo, le Burkina Faso. Bref, beaucoup de choses se préparent. Soyez juste connectés. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre
Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice et même d'être venu de loin pour venir faire cette interview. C'est très gentil de ta part. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors moi c'est Cédric Atangana, je suis cofondateur et CEO de Wikashop, qui est une plateforme de paiement panafricaine. Donc voilà, on est basé à Marseille et notre objectif c'est de rapporter des choses nouvelles dans l'univers financier africain. Alors, Wikashop, c'est une plateforme qui a quand même pas mal fait parler d'elle il y a de cela plusieurs années, donc c'est quelque chose qu'on connaît un peu. Ouais. Mais pour ceux et celles qui vivraient sur Mars ou qui ne connaissent rien du tout de ce que tu fais, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta solution? Quel problème vous venez résoudre? Ouais, alors, il faut savoir, le continent africain, c'est 1,3 milliard de personnes aujourd'hui. Ouais. Et comparé à la Chine, qui est un marché à peu près équivalent, on a la Chine qui a 1,4 milliard de personnes. C'est une réglementation bancaire, une langue, one everything. C'est vraiment un marché très, très unifié. Par contre, le continent africain, c'est un marché très fragmenté. On a 54 pays, plus de 42 banques centrales, donc 42 réglementations bancaires, donc 42 devises. On a plus de 155 solutions de paiement mobile, Orange Money, MTN, etc., qui fonctionnent sur le continent et de façon totalement isolée les unes des autres. Donc, il n'y a pas d'interopérabilité à l'échelle du continent. Et ça fait que si je suis une entreprise basée à Paris et je veux vendre mes produits sur plusieurs pays africains, ou alors si je suis une entreprise basée à Douala et je veux vendre mes produits partout en Afrique, je fais face au challenge de récupérer mes paiements. Parce qu'au Cameroun, on va utiliser Orange Money, MTN, etc. Au Kenya, c'est M-Pesa. Au Sénégal, c'est Free Money, etc., etc. Il y a une multitude de solutions de paiement. Et du coup, ça devient challengeant, même pour les grandes entreprises qui ont les moyens de se payer des ingénieurs qui vont faire ces intégrations-là. Voilà, ça reste difficile. Donc nous, notre objectif, c'est d'agréger l'ensemble des solutions de paiement qui existent sur le continent et de proposer une unique plateforme à travers laquelle ces entreprises-là pourront accepter les moyens de paiement sur les 54 pays africains à travers une unique intégration. C'est génial, ça. L'idée, elle est excellente, en fait, parce qu'on a ce gros souci de communication. Ouais. En fait, on a c'est le mot, le continent est fragmenté à tous les niveaux, en fait. Ouais. Fragmenté au niveau des routes, on ne peut pas communiquer. On voyage très peu entre les États et même l'argent ne voyage pas, parce que justement, il y a beaucoup de cloisonnement. Et toi, aujourd'hui, en gros, avec ton application, moi, je suis commerçant aujourd'hui, par exemple, avec Investir au pays, je vends des formations. Ouais. Donc, et j'ai des clients un peu partout en Afrique. Donc, du coup, ça veut dire qu'avec ta solution aujourd'hui, je peux vendre mes produits et peu importe la personne où elle est sur le continent, elle achète avec sa monnaie et sa solution locale. Exactement. Donc en tout cas, c'est l'objectif qu'on vise. Après, c'est un très long parcours, hein, il faut savoir. Ça fait 5 ans qu'on a démarré. Hein, notre société a 5 ans d'existence aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, le problème n'est pas encore résolu à 100%. Donc, c'est un problème qui est difficile. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça jusqu'aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objectif qu'on cible. Le but, c'est que comme je disais tout à l'heure, s'il y a un marchand qui veut vendre ses produits un peu partout, l'idée, c'est de ne pas changer les mœurs des gens au niveau local. Si quelqu'un utilise Orange Money au Cameroun, on ne va pas lui ramener une nouvelle solution, etc. L'idée, c'est qu'ils utilisent les solutions qu'ils ont dans leur pays, mais pour payer à l'échelle mondiale. Donc, tu as dit c'est difficile, mais c'est quoi les difficultés? Alors, les difficultés, c'est que c'est une très très bonne question. Je te remercie d'ailleurs pour ça, parce que ça me donne enfin l'opportunité d'expliquer aux gens pourquoi parfois on prend du temps à construire ces solutions-là. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le continent a 42 banques centrales. Sur l'Afrique centrale, on a une banque centrale, la BEAC, qui couvre 6 pays. Sur l'Afrique de l'Ouest francophone, on a la BCAO qui couvre 8 pays. Mais en dehors de ces deux zones-là, chaque pays a sa banque centrale. Ça veut dire que chaque pays a ses réglementations bancaires. Donc, et les réglementations bancaires, c'est le contrôle parfois du change, des flux qui entrent et qui sortent du pays. Parfois, on va vous dire une transaction ne doit pas excéder, par exemple, 100 € pour parler en euros, etc. Dans d'autres pays, c'est différent, etc. Donc, pour réussir à construire un système qui se pose et qui agrège tout ça, il faut se rassurer que ce système-là respecte l'intégralité des règles réglementées dans chaque pays. Et alors, moi, je suis ingénieur en informatique. La partie technique de ce qu'on fait, c'est la partie la plus facile. Au final. Voilà, ouais. C'est vraiment la partie la plus facile. Je dis toujours, Wikashop, pour moi, ce n'est pas une innovation technologique. C'est plus une innovation juridique. Ouais. Parce que avant de coder le système, il faut comprendre comment les réglementations sont construites. Donc, il faut aller lire les textes de loi. Lire les textes de loi, construire ce qu'on appelle un rulebook, c'est une sorte de dictionnaire de règles réglementaires, mais vraiment dans chaque pays, faire une sorte de gros dictionnaire panafricain de toutes les règles réglementaires dans chaque pays. Et ensuite,
les coder dans un système informatique. Et le plus gros challenge encore derrière ça, c'est que les réglementations évoluent, ça change. Donc il suffit que... Et ils ne vous demandent pas votre permission. Et ils ne demandent pas l'avis de personne. Et du coup, du jour au lendemain, il peut arriver, on dit, bon, OK, aujourd'hui, les limites par transaction avec Orange Money dans tel pays, maintenant, passent de 500 000 francs CFA à 200 000. Oui. Il ne faudrait pas que notre système laisse passer une transaction de 500 000 parce que hier, c'était autorisé et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Tout à fait. Donc, il faut être capable d'anticiper sur tous ces aspects-là. Ouais. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment ça la grosse difficulté. Et après, il faut travailler avec les banques centrales. Les banques centrales, c'est le gouvernement. Donc, il faut savoir les approcher. Il faut avoir... au début, on a démarré, on était tout petit, rikiki, comme ça. Personne ne nous écoutait, personne ne voulait voir ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas de crédibilité, ce qui est tout à fait normal. Donc, il a fallu, au cours de ces 5 années-là, construire une expertise, démontrer qu'on a la capacité à apporter des solutions viables qui ont de l'impact localement et pouvoir les intéresser à ce qu'on fait. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, pour moi, la partie technique en soi, c'est vraiment pas la partie la plus difficile. C'est tous ces autres aspects-là qui sont quasiment invisibles. Parce que quand on paye avec PayPal ou carte bancaire derrière, c'est facile. On fait sans contact aujourd'hui, c'est facile. Mais le nombre de règles réglementaires qu'il y a derrière, mais c'est juste... on a vu ça, par exemple, avec le paiement sans contact. On était d'abord à 20 €. Voilà. Et ensuite, je crois qu'on est passé à 25 ou 30 €. Et avec le COVID, je pense que maintenant, on est à 50 €. 50 et parfois, ça monte à 100. Et ça, c'est parce que le gouvernement, justement, s'est dit, OK, et vous imaginez les personnes qui construisent des systèmes de paiement, elles doivent s'adapter très vite, mais vraiment très vite. Du jour au lendemain. Parce que, justement, il y a souvent des audits. Et c'est ce qu'on ne dit pas souvent aux gens. Il y a plein de personnes qui sont lancées dans le domaine du paiement aujourd'hui en Afrique parce que, quelquefois, ils ont trouvé que le marché est intéressant. On voit généralement uniquement les gains, mais très peu souvent, les gens pensent au risque derrière. Parce que c'est une activité extrêmement risquée et c'est ça qui fait partie des difficultés, justement, qu'on rencontre, nous, dans la construction du système. Parce que les plus gros risques de notre univers, c'est d'être associé à du blanchiment d'argent et du financement de terrorisme. Tout à fait. Voilà, parce que... Ce qui est facilement faisable en plus. C'est extrême. Voilà, surtout que dans notre contexte africain, il y a quand même beaucoup de choses qui n'existent pas encore. Oui, de contrôle, oui. Heureusement, pour nous, c'est une opportunité aussi, mais il y a quand même beaucoup de choses qui n'existent pas. Ouais. Donc, il faut se rassurer que quand on construit un système, il va intégrer justement les règles d'anti-blanchiment d'argent et financement de terrorisme. Et comme je disais, le plus gros risque, c'est celui-là. Ça fait que si par exemple... Explique-moi un peu. Ouais. Je veux un peu approfondir ça. Ouais. Bon, il n'y a pas de terroristes sur ma chaîne, mais comment tu fais, sans entrer dans tous les détails de ton truc, mais donne-moi une des règles, par exemple, que vous mettez en œuvre qui vous permet quand même de garantir le fait que l'argent qui passe sur votre plateforme, ce n'est pas du terrorisme. Voilà. Alors, ce qu'on fait, l'élément de base, c'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. C'est une procédure qui voudrait qu'à chaque fois qu'un marchand s'inscrit sur notre plateforme, on lui demande de nous fournir les pièces d'identité du représentant légal de la société, les pièces d'identité de tous les ayants droit, donc toutes les personnes qui détiennent au moins 25% du capital de la société. Et lorsqu'on récupère cette pièce d'identité-là, on va faire ce qu'on appelle un background check sur ces personnes-là. Donc, on va aller les screener. Il y a des bases de données rouges, les blacklists qui existent, auxquels on a accès. Ce sont des services payants qui coûtent extrêmement cher, auxquels on a accès. Et du coup, à travers des API, etc., donc on paye pour ça. Et on leur envoie la pièce d'identité de la personne. Ils vont vérifier si la personne est associée à du blanchiment d'argent ou du financement de terrorisme quelque part, ou si la personne est politiquement exposée. Parce que malheureusement, alors les réglementations sont faites comme ça. Les personnes qui sont impliquées très fortement dans la politique sont des personnes à risque. Et donc, du coup, lorsqu'une personne politiquement exposée arrive, en fonction des réglementations du pays, on peut décider de travailler avec la personne ou pas. Donc, mais il faut le savoir en amont. Et ce n'est pas à nous de demander à la personne est-ce que tu es politiquement exposé. Même la personne, parfois, elle ne sait pas. Donc, nous, on fait ces checks-là en amont. On a un rapport qui arrive et nous dit OK, cette entreprise est détenue. Et parfois, il faut remonter à plusieurs niveaux parce que l'entreprise peut être détenue par une autre entreprise qui est détenue par une autre entreprise. Et il faut remonter à un niveau au-dessus pour essayer d'identifier les personnes physiques qui détiennent le capital de ces sociétés-là. Et donc, c'est un travail qui est... Alors, c'est un travail complémentaire qui doit être fait à côté du paiement, mais qui n'intervient pas lui-même dans l'outil de paiement. Donc, mais si on ne le fait pas, ça ouvre la porte au risque. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a cette partie-là, KYC, et après, on demande aussi les pièces d'identité de la société pour la France. En fait, en gros, tu ne travailles qu'avec des sociétés. Alors, au début, on travaille avec les sociétés. Peut-être plus avec le temps, on évoluera sur d'autres choses, mais pour moi, on travaille avec les sociétés. Et donc, il faut aussi screener les sociétés.
Parce que la société elle-même... Quel type de société a besoin de tes services? Alors, c'est les sociétés majoritairement d'e-commerce. Quand je dis e-commerce, ce n'est pas juste qui vendent des produits en ligne, ça peut être des services. Ça peut être des entreprises comme la tienne d'ailleurs, qui vendent des formations sur Internet. Ça peut être des compagnies aériennes. Ça peut être des entreprises de transfert d'argent. Ça peut être des banques. On travaille beaucoup avec les banques, majoritairement même avec les banques, les opérateurs télécoms, etc. Donc, on a vraiment une panoplie, un grand éventail de sociétés qui utilisent, qui ont besoin d'une solution comme la nôtre pour opérer. D'accord, très intéressant. Mais j'imagine la problématique, elle est évidente. C'est-à-dire, on se rend vite compte de cette problématique quand on veut faire du business. Comment je fais pour envoyer mon argent là-bas, Orange Money pas Orange Money. Les gros acteurs, MoneyGram, Western Union, c'est pas totalement. En plus, c'est pas ça leur marché, c'est un tout autre marché. Mais quand est-ce que tu te dis, je vais m'attaquer à ça? Parce que 54 pays, c'est gros quand même. Oui, alors la petite histoire. Pour le point d'en faire une entreprise. Oui, alors la petite histoire très courte derrière, c'est que quand j'arrive à Marseille en 2012, j'ai ramené mon dernier palu de Douala. J'étais tombé malade dans ma chambre d'étudiant. En fait, je pense que c'était mon petit palu et surtout la solitude. Parce que quand tu arrives en France, tu es dépaysé, tu ne sais pas, tu es dans ta chambre enfermé toute la journée. Du coup, j'ai appelé mon grand frère qui à l'époque était dans une autre ville de France. Je lui ai dit, ça va pas, je suis malade et tout. Il m'a mis en relation avec une de ses amies qui était à Paris, qui a appelé une fille à Marseille. Il me dit, voilà, il y a un bonhomme qui est arrivé là-bas, il a donné les coordonnées de ma chambre, voilà, il faut aller le voir, lui ramener les médicaments. Et là, il y a Anicelle qui est arrivée, ma cofondatrice, qui avait créé l'association des étudiants africains de Marseille. Donc, elle est venue avec d'autres membres de l'association, ils m'ont accueilli, ils m'ont donné les médicaments. Honnêtement, en fait, mon palu est fini là, direct, boum, parce qu'il y a de la chaleur humaine. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que les personnes qui étaient en face de moi, ce n'étaient pas forcément des Camerounais. Il y avait des Ivoiriens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Kenyans, des gens qui viennent de différents pays. Et moi, ça m'a touché. Au point où, une semaine plus tard, je suis devenu vice-président de l'association. Parce que j'étais tellement... j'ai voulu tellement m'impliquer dans cette association-là. Donc, cette association, justement, accompagne les étudiants étrangers qui arrivent dans les procédures administratives parce que, généralement, quand eux, ils étaient arrivés avant nous, il n'y avait personne qui leur tenait la main. Ouais. C'est très, très pénible. Et il y avait eu une histoire où il y a une étudiante gabonaise qui était décédée dans sa chambre, toute seule, elle était malade, personne ne savait. Et du coup, ça avait beaucoup choqué les autres étudiants africains qui étaient à Marseille. Ils se dit, mais on ne peut pas être ensemble, on vient de nos différents pays. Même si on ne se connaît pas, créons un truc, restons ensemble. Et la pire des périodes, c'est la période de Noël. Oui. On arrive, tout le monde s'en va, la cité universitaire reste vide. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé l'association. Moi, j'ai rejoint l'association en tant que vice-président et j'ai beaucoup travaillé avec Anicelle sur des projets associatifs où la dimension... Bon, moi, je venais du Cameroun, la dimension camerouno-camerounaise de moi a un peu s'est élargie. C'est dit, tiens, désormais, dans tout ce que je vais faire, je vais arrêter de penser juste Cameroun, mais je vais penser Afrique. Tout à fait. Et c'est cette dimension sociale-là qui est restée lorsqu'on a décidé de créer Wika Shop. On s'est dit, non, si j'essaye de résoudre un problème pour les entrepreneurs camerounais, les problèmes que les entrepreneurs camerounais ont, c'est les mêmes problèmes que les entrepreneurs sénégalais, kenyans, mauritaniens, sud-africains ont. Donc, autant mieux penser Afrique, même si on va démarrer petit, mais d'entrée de jeu, dit Pan-African, parce que c'est vraiment ça la vision de ce que j'ai hérité un peu de l'association et qui est véhiculé dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord, très bien. Je pense qu'on a bien compris le background. Aujourd'hui, ta boîte, vous êtes à quel stade de votre croissance? Alors, déjà, la société... On a l'objectif de plus d'une cinquantaine de pays, 42 banques. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, on est... 5 ans. Déjà, félicitations. On sait tous que 5 ans, 5 ans, c'est un âge fatidique. Enfin, 3 ans d'abord, c'est le premier écrémage. 5 ans ensuite, quand on franchit les 5 ans, on est bien parti pour être une boîte. Là, on a fait face à toutes les difficultés. Franchement... On va en parler un peu des difficultés d'ailleurs un peu plus tard. Donc, alors aujourd'hui, pendant les 5 dernières années, malheureusement, on a rencontré énormément de difficultés dans la construction encore réglementaire de notre business parce que notre secteur, c'est un secteur très réglementé où il faut des autorisations des banques centrales pour opérer, etc. Et généralement, il y a 3 possibilités. Donc, soit vous allez demander les agréments de la banque centrale, donc on vous demande d'avoir un certain capital. Au niveau de la BEAC, on est sur, je pense, 2 milliards de francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Donc, donc c'est quand même des montants conséquents. Et s'il faut répliquer ça 42 fois sur le continent, on se retrouve avec des sommes vraiment très grosses qui ne sont pas à notre portée aujourd'hui.
Donc la deuxième possibilité, c'est de racheter les banques. C'est dire, OK, quand vous êtes PayPal ou Google, vous venez racheter une banque et puis ça va très vite. Mais bon, nous, voilà, tout ça n'est pas à notre portée. On s'est dit, bon, il vaut mieux travailler avec une banque qui va sous laquelle on va travailler. Et voilà, donc aujourd'hui, on a plus travaillé sur cet aspect-là. Pourquoi une banque? Pourquoi passer par une banque? Qu'est-ce que ça apporte de passer par une banque? Alors justement, la banque aujourd'hui apporte la couverture réglementaire. Ouais. Parce que c'est elle qui est garante de l'ensemble des flux qui circulent. Parce que les flux financiers, nous n'étant pas, alors ça c'est un point qui est très très important que je souhaite souligner, nous on n'est pas un établissement financier du point de vue réglementaire, nous on n'a pas d'agrément bancaire. Et ça, on a fait le choix ce choix stratégique-là parce que c'est relativement complexe à mettre en place. Comme je disais, ça demande un niveau de capital relativement important. Et nous, on développe les technologies et on s'adosse à des banques. On va dire, nos plus gros clients aujourd'hui, c'est des banques. C'est les banques qui veulent opérer sur l'Afrique et parfois les banques africaines. D'accord. Donc voilà, donc la banque, dans les partenariats qu'on a mis en place aujourd'hui, la banque apporte toute l'expertise financière, bancaire et surtout réglementaire. Et nous, on développe la technologie. Donc en fait, vous devenez un peu comme une nouvelle solution que la banque va proposer à l'ensemble de son réseau. Exactement. Très bien. En partant du principe que la banque, elle a déjà eu les accords qu'il faut voilà, avec la banque les a tous les centrales. accords, etc. Et bon, malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de... J'ai vu passer des entrepreneurs qui ont vu le secteur du paiement qui est très, très juteux, qui est très intéressant et qui prennent le risque d'opérer sans agrément. Si jamais vous en voyez qui opèrent et qui n'ont pas d'agrément ou qui ne travaillent pas avec une banque, sont dans l'illégalité totale. Donc, il y a des gens qui font ça, qui s'amusent à faire ça. Et moi, voilà, nous, on est des entrepreneurs, on s'est dit, lorsqu'on fait une analyse de risque, on s'est dit, on est sérieux, on s'est dit, il y a des choses qu'on s'est dit, donc ça, même si, alors le risque encore, tant que ça n'arrive pas, c'est comme oui, bien sûr. Ouais, tant que ça n'arrive pas, exactement. Tant qu'il n'y a rien, ça va. Tout va bien, mais le jour que tu te fais prendre, voilà. Donc nous, on s'est dit, on a une boîte sérieuse, on a des investisseurs qui sont sur les 5 continents. On a vocation à être une entreprise multinationale, pas seulement à l'échelle africaine, parce que notre vision, c'est vraiment que demain, on puisse aussi dire qu'il y a une société qui explose, un Alibaba ou un Alipay, mais africain, qui, voilà, à cette dimension-là. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on utilise Facebook, Google, on ne réfléchit même pas. On ne sait pas savoir d'où est-ce que les fondateurs viennent. Parce que la technologie est bonne, ça résout un vrai problème. C'est un peu cette dimension-là qu'on aimerait pouvoir avoir dans le monde. Donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit non. Il y a des risques qu'on va pas prendre. On va essayer voilà. Quitte à ce que ça prenne du temps. Oui. Donc voilà. Donc, pendant les 5 dernières années, là, on a pris le temps de construire cette infrastructure, signer des partenariats avec les plus grosses banques africaines, construire toute la tuyauterie. Et là, maintenant, on est dans une phase d'accélération. Donc, on pourra revenir dessus tout à l'heure. D'accord. OK. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez fait le choix de vous arrimer à une banque. C'est ça, à plusieurs banques d'ailleurs. On travaille avec plusieurs banques, toujours dans la gestion de risque. Ce qui va vous permettre de toucher combien de pays à peu près? Alors, on travaille avec la plus grosse banque africaine, je ne vais pas citer son nom ici parce que ce n'est pas encore, c'est pas public, qui est présente sur 36 pays, donc ça permet de couvrir 36 pays. Ouais. Ensuite, il y a une deuxième qui est sur 20 pays. On continue à mailler parce que toujours on est dans la gestion de risque. Si on se marie avec une banque et après ça ne se passe pas bien, et donc voilà, on essaie de multiplier les partenariats bancaires avec plusieurs institutions. On travaille aussi avec les opérateurs télécoms sur le continent qui développent les solutions mobile money, etc. Donc, c'est vraiment cette tuyauterie-là qu'on a passé le temps à construire au niveau réglementaire, au niveau technique. Il y a 155 opérateurs télécoms sur le continent. Donc, il faut signer des NDA avec chacun, leur présenter le produit, les intéresser suffisamment. Donc, il faut taper à un niveau de hiérarchie relativement élevé. Il faut définir le business model, il y a les accords juridiques qu'il faut négocier, et les intégrations techniques. C'est tout ce process-là qu'il faut être capable de mettre en place avec de très grosses banques qui avancent généralement très, très lentement. Donc, c'est tout ce qu'on a fait pendant les 5 dernières années. Et maintenant, on a le backbone qu'il faut pour être capable de décoller. D'accord. On va parler de ça peut-être vers la fin de l'interview, vos projections. Où est-ce que justement, parce que je crois qu'il y a 2-3 trucs que tu veux nous partager là-dessus. Ouais. Je veux quand même faire une petite, je ne vais pas dire pause dans l'interview, mais tu es quand même une star dans le domaine entrepreneurial parce que ceux qui suivent un peu le domaine de l'entrepreneuriat, alors moi je t'ai vu dans les médias comme plusieurs personnes, très positivement, tu présentais une solution, Wikashop, tu es passé à la télé sur plusieurs chaînes, à plusieurs reprises. C'est dans ce sens que je dis star de l'entrepreneuriat. Et quelques temps après, j'ai vu aussi, héberlu, comme beaucoup de gens, énormément de choses négatives
sortir sur toi sur Internet. Ouais. Et le but aussi, c'est, je pense, que tu puisses nous aider à discerner le vrai du faux. Ouais. Sans avoir besoin de faire de publicité à qui que ce soit, notamment tes contradicteurs ou tes haters. Qu'est-ce que les gens qui en avaient ou en ont d'ailleurs, après ta société, parce que je pense que ce n'est pas personnel, qu'est-ce qu'on t'a reproché à un moment donné? Est-ce que c'est ton succès? Qu'est-ce que... Alors déjà il faut savoir un peu, avant d'arriver où on est, c'est important de savoir un peu d'où on vient. Bien sûr. Moi, je suis né, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, etc. au Cameroun. J'ai fait 3 ans à l'école polytechnique de Douala. Et pendant que j'étais à l'école polytechnique de Douala, j'ai fondé la première grosse communauté Google Developers sur le Cameroun. Donc aujourd'hui, on parle de GDG, Google Developer Groups. Douala, Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun aujourd'hui. Voilà, tout a un peu démarré avec moi. Et j'ai piloté cette activité-là avec Google pendant 3 ans. Donc l'écosystème, je ne vais pas dire que c'est... Alors, je vais dire que j'ai contribué à mon petit niveau. Voilà, vraiment avec beaucoup d'humilité. Il y a des aînés qui ont mis en place les fondations et après, qui ont d'ailleurs permis que Google s'intéresse au Cameroun, ils sont venus sur place. Et moi, avec ma petite folie de l'époque, j'ai décidé de créer ce mouvement-là et c'est parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs camerounais d'ailleurs qui sortent de ces communautés-là, qui créent des superbes solutions, etc. Donc, c'est de là que je viens. Et donc, quand j'arrive en France, normalement, cette folie, elle ne reste pas. Donc, quand j'arrive à Marseille, malheureusement, j'arrive à Polytech Marseille. La dynamique que j'avais dans mon ancienne école au Cameroun, je ne la retrouve pas ici. Du coup, je me dis non, il faut absolument qu'on parte. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très, très dynamique. Donc, c'est pas né aujourd'hui. Du coup, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on a créé Wikashop, on a dit bon, allez, on va aller comme ça. Donc, l'un des premiers points, justement, c'est cette dimension où lorsqu'on démarre le projet, je ne me dis pas, je vais faire Wikashop pour le Cameroun. Non, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est cette folie-là que j'ai un peu acquise de mon expérience de travail avec Google. Parce que je veux dire, aujourd'hui, ce sont eux qui m'ont beaucoup formaté quand même dans ma manière de faire. Voilà. Et donc, quand on démarre, Wikashop, on s'est dit, boum, on va directement au niveau panafricain. Du coup, d'entrée de jeu, ça look big, tu vois. Ça donne l'impression de quelque chose de très, très gros, mais avec un petit bonhomme qui porte. Donc, je pense que c'est l'un des premiers points qui a fait en sorte que peut-être les gens, voilà, c'est un moment quand on commence à présenter la solution, il y a les médias, etc. Bon, la visibilité, ça n'a pas que les aspects positifs. Hein, donc, avec cette dimension, ce niveau de visibilité, on a quand même remporté beaucoup de prix. Et ça fait partie des points qu'on me reproche beaucoup. Donc voilà, ça c'est un élément fondamental. C'est le premier gros élément qu'on me reproche. Pourquoi les gens... Parce que ça c'est important de le dire. Oui. D'ailleurs, récemment, tu as gagné un prix avec Emmanuel Macron, le président Macron. Vivatech. Ça s'appelle comment? Vivatech. Alors oui, effectivement, c'était à Vivatech. On a vu des images dans lesquelles le président te remettait un prix, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, vous êtes une société qui avait gagné pas mal de prix. Oui. Et ça, tu penses quoi, que ça attise de la jalousie? Ah bon, alors, je ne commente pas les choses de ce type, de cette manière-là. Non, je pense, en tout cas, moi, les retours directs que j'ai eus, c'était que, voilà, on remporte trop de prix, il faut se concentrer sur le business en lui-même. Oui, etc., le fameux piège justement, vous communiquez plus que vous ne travaillez. Voilà, c'était ça. Ouais. Donc, après, moi, je dis toujours aux gens... c'est vrai dans ton cas, mais c'est vrai que ça peut être un piège. Hein, que quand l'entrepreneur ça pourrait, mais moi, de mon point de vue, moi, j'encourage fortement les entrepreneurs, qu'ils soient africains ou d'ailleurs, en plus, d'aller se confronter au concours. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de confronter son idée. Parce que si vous avez une belle idée, vous la gardez dans votre chambre, vous ne la présentez jamais, elle ne va jamais éclore. Donc je pense, moi, les concours auxquels j'ai participé, alors, il y a un concours qui m'a marqué. Aujourd'hui, les gens voient plus les concours qu'on a gagnés, mais très peu voient les concours où on a perdu, où on a pleuré, où ça a été vraiment très dur. Mais ce sont des concours où on a vraiment beaucoup appris. L'un des concours, c'est le concours Africa Entrepreneurship Award. C'était organisé par la BMCE, c'est la banque marocaine, une banque marocaine, voilà, BMCE. C'est un concours qu'on a participé, qu'on a démarré, c'était génial. Moi, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai codé le système, on leur a présenté et tout. Et du coup, là, je fais face à un panel de juges, mais
constitué essentiellement de banquiers de très haut niveau. Où ils me posent la question, ok, d'accord, tout ça c'est beau, machin, mais les aspects réglementaires, est-ce que vous avez une licence bancaire? Est-ce que vous avez des agréments? En tant qu'entrepreneur, on se défend toujours, mais ce sont eux. Mais imaginez, en live, vous êtes en train de pitcher, on vous apprend qu'il y a un truc que vous ne maîtrisez pas qui est fondamental dans votre business. Et c'est comme ça qu'ils m'enseignent le fait qu'il y a des agréments bancaires. Naturellement, on a perdu, mais derrière, je suis rentré avec Anicel, on s'est dit, wow, il y a quand même, c'est chaud, là. On allait regarder les agréments, les textes de loi sur les sites internet des banques centrales. On s'est dit, effectivement, il y a des agréments bancaires qu'il faut avoir, etc. Je dis, ok, donc si on n'avait pas participé à ce concours-là, on serait certainement en train de pitcher dehors, parler partout, mais sans avoir appris les éléments essentiels de notre business. Donc moi, j'encourage. Franchement, ce point-là, j'accepte les coups de poing. Oui. Je prends. Donnez-moi les coups de poing qu'on a gagné les prix, c'est pas grave, mais j'encourage les entrepreneurs à participer au concours parce que ça, en participant au concours, gagner plusieurs prix, ça traduit quand même aussi le fait qu'une idée. Elle est, non seulement je ne dis pas qu'elle est bonne, mais ça a du sens. En tout cas, ce n'est pas déconnant. En tout cas, c'est une petite validation qui montre que ce n'est pas déconnant. Et surtout, en face, on a des juges, des entrepreneurs qualifiés, des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous donner des conseils, qui deviennent même parfois des mentors. Moi, aujourd'hui, je vois nos prix comme l'ensemble du réseau auquel on a accès. On a remporté le meilleur prix FinTech du SWIFT à l'île Maurice. Le SWIFT, c'est quand même l'organisation qui interconnecte l'ensemble des banques dans le monde entier. Donc aujourd'hui, si on parlait de l'évolution des réglementations, lorsqu'il y a des réglementations qui évoluent, généralement le SWIFT est au courant un peu en amont. Et nous, comme on est en contact avec le SWIFT, on a accès à ces informations-là avant tout le monde. Ça nous permet d'améliorer nos systèmes. Ouais. Voilà, donc c'est pour dire que on a remporté le prix Google encore à San Francisco. Aujourd'hui, Google nous avait donné près de 150 000 € de crédit cloud. Depuis qu'on a démarré notre aventure sur les 5 ans, on n'a jamais payé de cloud. On a brûlé 150 000 € de cloud, mais juste les serveurs. Juste les serveurs, ça fait 150 000 € qu'on n'a pas eu à dépenser. Donc moi, j'encourage les entrepreneurs à se confronter au concours. Naturellement, il ne faut pas oublier son business parce qu'il faut le développer. Parce qu'il faudrait que si on passe en 2005 un concours, il faudrait qu'en 2007, quand on revient ou on va à un autre, qu'on voit qu'il y a une progression. Bien sûr. Et voilà, peut-être aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on n'a pas avancé parce qu'ils n'ont pas de la visibilité sur ce qu'on fait derrière le rideau, mais on a beaucoup, beaucoup avancé. Et grâce à ces concours-là, donc pour moi, ça, c'est l'un des points sur lesquels on a beaucoup, beaucoup tiré sur nous là-dessus. Et après, il y a un autre point, c'était, voilà, il y a beaucoup de marchands à un moment qui nous écrivaient, on ne répondait plus. Voilà, donc c'est pour expliquer aussi aux gens, c'est pas qu'on ne voulait pas, c'est pas qu'on les ignorait, c'est pas qu'on n'a pas de respect pour eux. C'est juste que voilà, on vivait des choses beaucoup plus difficiles et qui auraient pu nous conduire à des scandales futurs encore plus gros. On s'est dit, je préfère prendre les coups de poing maintenant, les gens m'insultent. C'est ça que on n'a pas répondu parce que c'était fondé que les gens soient mécontents. Voilà, je profite de l'occasion pour m'en excuser, mais je dis, on n'est pas des superman, on est des simple man, mais on n'abandonne jamais. C'est vraiment ça qui m'incarne. Je dis, peu importe la difficulté, on ira jusqu'au bout. Et on ne va peut-être pas arriver, ça va toujours bugger, il y aura toujours des problèmes, mais il y a une chose qui est sûre, les gens peuvent être sûrs, c'est que moi, à titre personnel, je ne vais pas abandonner. Donc voilà. Non, mais c'est une précision importante. Hein. Les gens pensent souvent que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. Non, ce n'est pas vrai. On a des trucs qui nous tombent dessus et surtout inattendus. Qu'une grosse banque comme celle-là... avec laquelle tu as tout misé et que vous avez tout fait pendant 2 ans et demi au dernier moment, vous vous retrouvez à rompre ce partenariat-là, forcément, ça remet tout en cause. Ouais. D'autres auraient même pu arrêter leur business à ce moment-là. Ouais. Donc, au contraire, je trouve que c'est... On a serré la ceinture, comme on dit chez nous. On s'est dit, voilà... Parce que du coup, la question, c'est comment vous faites? Parce que 20 salariés en France, c'est pareil. Voilà, justement, c'est l'occasion. Voilà, je profite de l'occasion pour remercier grandement nos actionnaires parce qu'aujourd'hui, on a 130 actionnaires. Ce sont des gens extraordinaires qui ont cru en nous. Il y en a beaucoup que je n'ai jamais rencontrés physiquement, qui ont vu notre histoire sur Internet, qui m'ont appelé, on a eu des calls, on a échangé, et qui se sont accrochés à nous, qui nous aident, au-delà de juste mettre de l'argent chez nous, mais qui sont devenus vraiment des assets importants, qui nous accompagnent, qui nous mettent en relation avec des banques, qui nous mettent en... D'ailleurs, la première banque avec laquelle on a signé, après la première banque qui nous a mis dans des difficultés, là, et avec qui on est en justice aujourd'hui,
C'est un de nos actionnaires qui a appelé, a dit, je connais tel, il a appelé, et puis voilà, ça s'est mis en place. Donc, voilà, on a des actionnaires extraordinaires qui nous ont vraiment accompagnés, qui ont vécu cette difficulté-là avec nous. Parce que moi, j'étais... À un moment, même eux, je les ai un peu abandonnés à un moment parce que je ne voulais pas créer la panique. Parce que quand tu diffuses une information comme ça peut créer la panique à la fois pour les clients, les investisseurs et tout. Du coup, on a dit, allez, avec ma cofondatrice et l'équipe, on dit, les gars, on va serrer la ceinture, on va se serrer les coudes, on ne balance pas l'information dehors. On arrête même de communiquer, on va tirer sur nous, ça va arriver, tout le monde était prêt, tous les salariés ont été formés à encaisser les coups partout. On s'est dit, bon les gars, préparez-vous, on va prendre des balles, mais ce qu'on prépare à l'intérieur, c'est bénéfique. C'est un peu comme quand tu as un enfant, tu as l'enfant qui va, il se blesse, il dit, ah papa, je suis blessé. Alors soit on prend un souffle, on dit, ah là ça va aller, du coup on apporte des calmants de court terme, soit alors on prend sa blessure, on la trempe dans l'eau chaude, on la lave, on met de l'alcool, ça fait mal à l'instant T, mais c'est pour que la blessure guérisse sur le long terme. Donc c'est la solution qu'on a adoptée. On s'est dit, les gens seront fâchés maintenant, ils auront mal, ils vont crier, etc. Mais quand on aura résolu le problème, voilà, tout le monde sera content et ça pourra bénéficier à tout le monde. On est conscient que le succès de Wikashop peut entraîner le succès de beaucoup d'autres entrepreneurs africains. C'est pour cette raison qu'on ne va pas lâcher. Donc, voilà. En tout cas, bien heureux que tu aies apporté cette clarification-là. Et puis, il y a eu d'autres attaques, un peu des coups bas, comme on dit, des coups en dessous de la ceinture. On a dit que tes diplômes étaient des faux diplômes. Ah oui, cette partie-là, ça m'a beaucoup fait rigoler aussi. Et c'était pendant la même période, on s'est dit... Vous savez, quand tu as un bad buzz, c'est pas un exemple pour moi, mais je vais quand même tirer une petite partie de ce que ce monsieur-là... Il y a un des conseillers de Donald Trump, d'ailleurs, qui disait que bad buzz, good buzz, it's the buzz that matters. Donc, peu importe que ce soit négatif ou positif, c'est la visibilité. Ça n'a pas que des aspects négatifs, le fait d'avoir un bad buzz. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise publicité. Voilà, donc, donc du coup, pendant que ça a été un peu chaud, cette période-là, on a vu un pic de nombre de personnes qui nous suivaient, qui sont inscrites chez nous. C'était bien. On a d'ailleurs levé les fonds encore pendant cette période-là. On a levé les fonds pendant cette période-là. Et si ça avait été ailleurs, où on aurait dit, voilà, les diplômes peuvent être faux, etc. Oui, ça aurait pu être compréhensible, mais on est en France. Donc, c'est facile de vérifier quand même. C'est très facile de vérifier le diplôme. Donc, si jamais quelqu'un veut vérifier si j'ai fait Polytech ou l'INSEAD ou Stanford University, vieux, je n'appelle pas un étudiant de l'école. Tu appelles l'administration de l'école, tu te présentes, je m'appelle tant, je veux vérifier si monsieur Atangana a été étudiant chez vous. C'est aussi simple que ça. Les diplômes aujourd'hui sont stockés dans la blockchain. Et la blockchain, c'est une technologie indélébile. Donc, quand le diplôme est validé, plus personne ne peut le falsifier. Donc, c'est très facile à faire. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de... C'est vrai qu'à un moment, je le dis aujourd'hui parce que voilà, j'ai voulu publier mes diplômes à un moment, pour montrer au monde que non, voilà, mes diplômes, vous voulez voir mon diplôme de l'INSEAD, je vous montre. Vous voulez voir mon diplôme de Polytech, je vous montre. Ouais. Vous voulez voir, à l'époque, j'avais une inscription à Stanford, c'était un programme en cours. Si vous voulez voir ça, je vous mets en relation avec les enseignants et les gens. Si vous voulez voir ça, je vous montre. Mais j'ai regardé aussi, il y a d'autres entrepreneurs à succès aussi qui ont eu ce type de problème-là, qui ont publié leur diplôme et ça n'a rien changé. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne vais pas donner la possibilité à n'importe qui de se lever un matin, se mettre dans sa chambre d'étudiant ou d'étudiante, écrire un truc sur moi et répondre non, on ne fait pas ça. Donc, le plus important, c'était vraiment de rester focus sur le problème et puis le résoudre. Donc, voilà. Ok, très bien. Mais écoute, non, l'attitude est bonne. Hein. Je pense que si tu commences à vouloir répondre, tu vis au rythme c'est ça, des gens qui t'attaquent. Et qu'est-ce que tu vas devoir prouver après que c'est vraiment toi, que c'est ton nom, que tu habites là, que tu es un être humain. Exactement. Bref, non, franchement, quand il y a tu peux pas empêcher aux gens de médire ou de faire... Après, certains existent aussi par ça. Hein. C'est-à-dire, c'est... En critiquant d'autres personnes, non, moi je trouve que non, c'est pas des bons entrepreneurs ça, parce que je pense qu'un vrai entrepreneur qui connaît la difficulté de l'entrepreneuriat n'a pas le temps de s'occuper des autres entrepreneurs, parce que tu restes focus sur sur le cœur de business, En fait, généralement, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui doit sentir dans ses tripes un problème qui l'agace au point où il se dit il ne peut pas dormir tant que ce problème n'est pas résolu. C'est qu'il y a beaucoup de faux entrepreneurs là. Parce que oui, justement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais j'en parle avec beaucoup d'entrepreneurs de plusieurs pays, camerounais, ivoiriens. Toi, tu es camerounais.
J'ai l'impression que c'est la guéguerre entre les entrepreneurs. Non, moi je pense qu'un bon entrepreneur n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il travaille, il charbonne, comme on dit là, il charbonne, il bosse. Et l'une des manières de bosser, ben, les concours, là, encore je reviens sur les concours parce que c'est ça va tellement faire rigoler ce truc, c'est que, attends, on me reproche d'avoir gagné un concours, on a 2000 personnes et tu es le seul à gagner. Mais c'est pas comme si on me l'avait donné, je l'ai gagné. Ça veut dire que j'ai quand même démontré que au-delà même du projet, du produit en lui-même, il faut savoir gérer le stress d'une présentation en public. Il faut savoir communiquer, il faut savoir analyser le problème. Aujourd'hui, je suis capable de dire, voilà, sur l'Afrique, on a 1 milliard de personnes, il y a ça. N'importe qui peut comprendre, mais ça m'a pris 2 ans, 3 ans à digérer ces informations, pouvoir les servir de façon limpide à tout le monde. C'est une expertise de savoir faire ça. Donc, c'est comme les journalistes. C'est un peu comme ton métier. Là, aujourd'hui, tu es à l'aise avec les entrepreneurs. Les gens vont penser que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile à faire. Donc, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, qui bosse sur un problème et qui apporte des solutions. Même si la solution, on n'y arrive pas toujours parce que c'est dur. C'est tellement dur que moi, à titre perso, je vais jamais... Franchement, si un jour vous me voyez en train de bâcher un entrepreneur, vraiment, venez me gifler parce que mais Cédric, c'est pas le vrai Cédric là. Parce qu'on a tellement à faire que tu n'as pas le temps de t'occuper d'un autre entrepreneur. À la limite, si je ne peux pas t'aider, je te laisse tranquille. J'interviens si je peux t'aider. À défaut, je te laisse tranquille. Point. Et puis tu fais ta vie. Et puis, de toute façon, si tu avances, tu vas te casser la gueule tout seul. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. C'est pour ça que moi, je ne m'occupe pas de la concurrence. Je me dis, Cédric, il y a tel qui lance ça. Au moment où on a beaucoup communiqué sur notre produit, il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans les paiements. Il y en a plein. Et d'ailleurs, la petite anecdote, il y a même des entrepreneurs, ceux qui sont entrepreneurs aujourd'hui, entrepreneurs avec qui j'échangeais chez un opérateur télécom que je ne vais pas citer. À l'époque, on faisait des intégrations avec eux, on leur transmettait des informations confidentielles parce qu'il y a un partenariat qu'on établit avec l'opérateur, on leur transmet notre stratégie, notre machin, etc. Aujourd'hui, ils sont concurrents du Cash Up. C'est juste pour vous dire, après, chacun fait comme il veut. Bon, moi, à la limite, je m'en fous un peu, mais c'est juste pour donner un peu. Il faut avoir une vraie motivation. Il faut le sentir dans ses tripes, en fait. Ouais. C'est pas un truc, on se lance. L'entrepreneuriat est tellement difficile que si tu le fais pas pour les bonnes raisons, tu vas abandonner à un moment. C'est automatique. Donc, les gens qui tirent sur nous, moi, honnêtement, ça... C'est pas que je m'en fous, je suis un humain, personne n'aime qu'on parle mal de lui, mais je l'ignore parce que je reste focus sur le problème qu'on a à résoudre. C'est si on aura réussi à résoudre ce problème-là, que, voilà, mais si on ne réussira pas, là, ça va me faire mal parce que j'ai investi ma vie, mon sang dedans. Je veux que ce soit résolu. Donc, voilà. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces précisions-là. Je précise que tu es venu de Marseille, d'ailleurs, pour Paris, pour qu'on puisse faire cette interview. Donc, franchement, merci encore. Merci à toi. Merci surtout à toi. Non, c'est normal. Avant de sortir de cette interview, alors je précise comme d'habitude que dimanche, le dimanche de la sortie de cette interview, tu seras en direct avec nous en après-midi pour répondre aux questions que les gens pourraient avoir à te poser, parce que je pense qu'il y a des gens qui voudront te poser des questions quand même pour savoir des choses par rapport à l'entrepreneuriat. Pour toi aujourd'hui, alors je pense que tu l'as quand même beaucoup dit, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde maintenant, qui a un projet dans sa tête, qui veut se lancer en entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu penses qu'il doit savoir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on ne dit pas souvent aux entrepreneurs. Je trouve que c'est dommage parce que beaucoup, on organise plein d'événements pour célébrer les entrepreneurs, etc. Je trouve que c'est bien. Surtout le continent africain, on a tellement eu une image négative de l'Afrique, en tout cas dans le monde entier, qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un narratif positif. C'est bien. Mais il est important de dire aux entrepreneurs que c'est extrêmement difficile. Le parcours est extrêmement difficile. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Il faut vraiment s'asseoir et se dire, est-ce que je ne peux pas résoudre le problème que j'ai en face de moi différemment? Est-ce que je peux... Parce qu'on oppose souvent entrepreneuriat et salariat. Je trouve que non. Chez nous, tous les salariés sont actionnaires de notre boîte. Donc, tous les salariés... C'est un modèle différent. Voilà, pour moi, tous les salariés sont des entrepreneurs, chacun à son niveau. Même celui qui est à la porte, qui reçoit les gens, celui qui balaye le sol, tout le monde est entrepreneur parce que c'est la convergence de nos petits efforts qui réussissent à produire. On dit oui, Cash Up, mais oui, Cash Up, c'est pas que moi. Hein.
il y a plein d'autres entrepreneurs, il y a ma cofondatrice, il y a Fritz, il y a toutes les personnes qui sont avec moi. Et tous nos actionnaires. Là, il y a un problème. Là, tu as cité Fritz, les autres, mais il ne m'a pas cité. Oui, tous les autres. Fritz. Non, aussi. Bon, après, comme je disais, la communication n'est pas forcément toujours une bonne chose. Ils le savent. Ils savent. Donc, non, j'embête. Voilà, donc c'est pour dire, moi, si j'ai un conseil, un feedback à donner aux gars. Préparez-vous à ce que ce soit difficile. Les gars, c'est dur. C'est très, très difficile. Les gars, les filles, c'est tellement difficile que si vous n'avez pas. Comment dire moi, j'ai toujours raconté mon histoire sur Internet. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte que quand je ferme les yeux tous les soirs, c'est ce qui revient dans mon esprit en premier. Malheureusement, le problème qui m'a amené dans l'entrepreneuriat aujourd'hui se pose toujours. Quand on va à l'hôpital aujourd'hui au Cameroun, dans plein de pays africains, on demande de payer les frais. Si on n'a pas des frais, on n'est pas pris en charge. Et les gens décèdent toujours comme ça aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui me tient par les tripes. Je me dis non, il faut résoudre ce problème-là de façon fondamentale. C'est aussi pour ça que alors, le paiement, c'était juste un élément de la résolution du problème. Mais le vrai problème auquel je m'attaque à titre perso, c'est le problème de l'accès à la santé à moindre coût sur le continent. La partie WeCashUp, c'est juste une première étape. À un moment, on a travaillé sur WeCareUp, qui est une petite plateforme digitale, médicale qu'on est en train de mettre en place et qu'on met à disposition gratuitement à tous les hôpitaux, seulement pour aider. Le problème fondamental à résoudre, c'est celui de l'accès à la santé à moindre coût. Mais le paiement, c'est donc l'idée, c'est après WeCashUp, il y aura d'autres choses. On va continuer jusqu'à ce en tout cas, moi, à titre perso, ma vie, je vais la mettre là. Tant que ce n'est pas résolu, voilà, à part. Donc pour moi, c'est ça le feedback. Dire aux entrepreneurs, je n'ai pas de formule magique à vous donner, genre chapeau, baguette magique, non. C'est qu'il faut être prêt. Préparez-vous à souffrir. Voilà, je dis souvent, en fait, le succès... Ça fait peur, hein? Non, mais... le succès, c'est la résultante de 3 choses. Ça, c'est vraiment mes 5 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est 3 choses. La première chose, c'est la volonté. La volonté, c'est la volonté ou motivation. Et c'est comme une batterie. Ça se charge, ça se décharge. Donc, il y a un moment, on est très motivé, il y a un moment, ça baisse. Donc, c'est là où il faut trouver les gens autour de vous qui vont vous aider à recharger votre motivation de façon assez régulière. C'est un peu comme ma cofondatrice et les gens avec lesquels je suis, mes proches, ils m'aident souvent. Il y a un moment, là, on peut avoir l'impression que je suis Superman, mais non, je suis Simpleman. Moi, ce sont des gens qui m'aident à garder ma motivation élevée. Donc, il faut garder ça, parce que le jour que la motivation tombe à 0, ça s'arrête. Ouais. Il faut réussir à maintenir, et ça bouge, donc, et c'est normal, on est des humains, donc ça bouge. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la préparation. Ça veut dire que c'est dur, c'est tellement dur qu'il faut être préparé. Mentalement, physiquement, je dis toujours aux entrepreneurs, notre plus gros asset, notre plus gros actif, le plus gros capital d'un entrepreneur, c'est sa santé. Il y a très, très peu qui le savent. Il y en a qui font des nuits blanches. J'ai fait ça. Je fais le feedback. Bon, voilà, j'ai eu des problèmes de santé, beaucoup de problèmes de santé. Je reviendrai dessus peut-être un jour pour raconter un peu. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes de santé. J'étais prêt à laisser ma vie dessus. Et ça, les gens ne le savent pas. Et si j'étais mort, il y aurait pu cacher aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut être préparé mentalement. C'est-à-dire, ça va être difficile. À mourir? Non, pas à mourir, mais surtout à ce que ce soit dur. Il ne faut pas se dire, je suis d'accord avec toi, parce que beaucoup de gens, avant de se lancer, on a l'utopie de penser que dans 3 mois, tout sera réglé. Voilà, justement. Et le dernier élément, c'est le timing. C'est le timing. Le timing, c'est comme les rames de métro. Là, le métro passe, ça passe. Donc, il y a des moments, tu arrives, le métro, il est là, tu rentres dedans, boum. Là, c'est le bon timing. Oui. Il y a des moments où tu attends 5 minutes, 10 minutes, etc. Et parfois, il y a des trains qui partent et qui ne reviennent jamais. Donc, voilà. Donc, et tu es là, tu attends. Voilà, il faut être prêt. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est l'association de ces 3 choses-là. Donc, motivation, préparation, timing. Il faut que les 3 convergent, mais au même moment pour créer le succès. Et je prends toujours la petite anecdote. Il y a quelques mois en arrière, il y a Cristiano Ronaldo qui avait marqué un but extraordinaire. Il avait sauté, c'est pas 2-3 mètres. Ça, c'est le résultat de la motivation, d'une préparation physique extraordinaire, hors norme et d'un timing parfait. S'il avait sauté 1 seconde plus tôt ou 1 seconde plus tard, il n'aurait pas marqué. On n'avait pas le résultat. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, si j'ai un feedback à faire aux entrepreneurs, c'est ces 3 choses-là. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Rendez-vous dimanche après-midi pour continuer avec les questions que le public voudra bien te poser. Merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de nous parler de tout ceci. On retient que
Alors, je pense que peut-être qu'on va en parler dimanche aussi de la sortie, mais tu as des futures communications qui vont sortir. Oui, justement, on se prépare. Pendant qu'on traitait les aspects, la bataille avec notre banque partenaire, pendant qu'on mettait en place les partenariats stratégiques, on a continué à travailler sur la technologie. Donc la semaine prochaine, ou dans quelques jours, on va sortir un nouveau produit, un nouveau service financier. Donc, je n'en dirai pas plus ici. Bien on sûr. pourra en parler dimanche et le lancement est prévu normalement pour lundi 19. Donc, oh, lundi 19. Ok, bientôt. très bien. Ok. Mais écoute, ne nous en dis pas plus. On découvrira dans les prochains jours ce qui lancera. En tout cas, je suis bien heureux que malgré toutes les vagues, malgré toutes les difficultés, que vous ayez tenu debout contre vent et marée. C'est ça aussi. Et que vous soyez toujours que vous ayez maintenu la confiance de vos actionnaires, que vous ayez trouvé une autre banque africaine, panafricaine maintenant d'ailleurs, parce qu'il faut le préciser. La première banque ne l'était pas, mais la deuxième, c'est une banque panafricaine et qui vous accompagne maintenant. Donc, on a déjà envie de dire que quand on dit on se marie pour le meilleur et le pire, on a le sentiment que le pire est passé et maintenant, vous allez commencer commencer à récolter les fruits de votre travail. En tout cas, il faut continuer. Vous avez fait le bon choix, hein, je pense, en voulant faire les choses de manière réglementaire, propre, clean. Ceux qui s'amusent, c'est comme tout, hein, le jour où ça va les rattraper, ils vont voir les conséquences il y en a beaucoup. de s'être amusé à pas truc. Mais bon, voilà. De toute façon, tu ne peux pas empêcher aux gens de chacun faire ce qu'il veut, tout ça. Après, c'est selon ses valeurs et selon sa vision. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux juste dire un mot de la fin à nos nombreux spectateurs? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire? C'est que, encore, j'insiste sur cette petite phrase que j'aime beaucoup. We are not Superman, we are simple men. On est juste des humains qui essayons de résoudre des problèmes qui affectent d'autres humains. Donc, ça va bugger, ça va mal marcher, notre support sera pourri, le design sera moche, tout ce que vous pouvez imaginer de négatif. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de vous pour pouvoir y arriver. On a besoin de vos feedbacks, de votre énergie positive, de vos contributions, de votre aide. Et soyez rassurés qu'il y a une seule chose qui ne va jamais arriver, c'est que moi, à titre perso et mon équipe, voilà, on ne perdra jamais la motivation, on ira jusqu'au bout. Donc, on a besoin de vous pour y arriver. Et ce n'est qu'avec vous qu'on peut y arriver. Voilà. Thank you. Merci Cédric. Et à dimanche. À dimanche.